Vous écoutez Arte Radio. Les femmes entouraient la naissance, mais les femmes entouraient la mort. C'est les femmes qui faisaient le soin, qui faisaient l'habillement. Comment est-ce qu'on en est arrivé à être dans un milieu excessivement masculin? Comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir une industrie funéraire? À ce qu'on délègue autant de gestes qui, il n'y a pas si longtemps que ça, étaient au sein de la maison. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? À sortir la personne aimée de son quotidien, de sa famille, de son chez-soi, de ses objets. Le corps est kidnappé. Il est pris en charge tout d'un coup par des personnes étrangères. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 56. Féministe jusqu'à la mort. Premier volet. Réenchanter les funérailles. Mon enfance a été bercée par la voix de ma grand-mère. Je réécoutais sans cesse, et j'écoute encore, les cassettes audio qu'elle nous offrait tous les ans, à nous, ses petits-enfants. Elle y racontait sa vie, l'histoire de notre famille, ou les souvenirs qu'elle gardait du jour de nos naissances. Ma grand-mère était aveugle et faisait de la radio à sa manière, en bidouillant des appareils à gros boutons, faciles d'utilisation. Un jour, je l'ai enregistrée pour qu'elle m'explique comment elle s'y prenait. Et j'en ai fait un documentaire, mon tout premier. Il s'appelle Mémé Radio. Bonjour ou bonsoir, c'est selon. Mémé fait toujours de la radio. Le jour de ses funérailles, au crématorium, j'ai diffusé un extrait de cette émission. Devant son cercueil, sa voix rieuse s'est élevée. Elle était si présente. C'était dur et c'était doux. J'étais heureuse d'avoir réussi à faire cela. Et qu'il n'oublie jamais, mes petits-enfants, que sous le parapluie, il y a et il y aura toujours le refuge de la famille. Bisous, 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 Mémé. Ce souvenir répare d'autres plus douloureux. À 16 ans, je ne suis pas allée aux funérailles de mes cousins décédés en haute montagne. On m'a raconté qu'à la cérémonie, il y avait une grande photo d'eux, leur corps étant restés prisonniers sous la glace. Je le regrette. J'ai toujours eu l'impression de ne pas leur avoir dit adieu. J'ai repensé à tout cela au fil de mes recherches, aux décisions étranges, aux moments volés, à ce qu'on accepte. Pourquoi j'ai écouté ceux qui me disaient que ce n'était pas nécessaire que j'assiste à la dispersion des cendres de ma grand-mère après la cérémonie? Pourquoi je n'y suis pas allée alors que j'en avais envie? Pourquoi j'ai gardé ma blouse et mes gants de protection pour caresser une dernière fois son visage alors qu'elle était en train de mourir à l'EHPAD en pleine pandémie? J'étais pourtant seule dans la pièce et ni elle ni moi n'étions malades du Covid. Peu de temps avant, j'avais enregistré la philosophe Vinciane Després pour l'épisode consacré aux soins en temps de pandémie. Elle m'avait alors parlé des sages-femmes des morts, des femmes qui, aux États-Unis, ont décidé de rompre avec le commerce des entreprises de pompes funèbres. À la place, elle propose aux familles de renouer avec les gestes traditionnels de traitement du corps mort, à travers notamment les funérailles à domicile. Un an plus tard, j'ai rencontré Hélène lors d'un festival féministe autour des maternités. Elle aussi avait entendu parler de ce métier et réfléchissait à se reconvertir dans le monde funéraire. C'était il y a 4 ans. Je l'ai retrouvée pour ce premier épisode consacré à la mort.
Aujourd'hui, Hélène est devenue accompagnante funéraire indépendante. Elle conseille les familles pour l'organisation des funérailles, pour vivre ces moments en conscience. Elle accompagne aussi des veillées funéraires à domicile. Hélène envisage sa démarche comme la revalorisation d'un travail de soins, une réappropriation des histoires, des savoirs et des savoir-faire. Tout a commencé lorsque son père est décédé à l'hôpital, lorsqu'elle avait 35 ans. On a eu le cadeau incroyable que ça soit relativement bien passé, que l'équipe soignante qui nous a accueillis à l'hôpital ou dans les soins palliatifs, elles ont su nous dire quand est-ce qu'il allait partir. Elles ont vu les signes de la mort sur son corps. On a réussi à être là avec ma mère et ma sœur autour de lui pour lui dire au revoir. Donc on a pu être présentes toutes les trois du coup pour son dernier souffle. Et ça a été le plus beau partage d'amour que j'ai vécu de toute ma vie. D'avoir été autour de lui prendre la main, qu'il sente notre présence. Ma mère a dit « ça y est, tu peux y aller, on est là, tu peux partir » et il est parti. Et j'ai juste senti que son énergie vitale avait quitté son corps. Elle est comme ça. J'ai enfin compris ce que c'était que de mourir. Je me suis rendu compte à quel point c'était des moments d'une extrême beauté. Ça m'a déniaisé de la mort. Après sa mort, quand j'ai repris un peu pied, il y a eu un gros mouvement de personnes qui se sont réappropriées la naissance pour accoucher au domicile. J'habite dans un endroit où on est très loin des hôpitaux. Il y a au moins 1h15, 1h30 de route pour arriver au premier hôpital. Et par mauvais temps, enfin en tout cas avec la neige et tout ça, ça devient compliqué. Donc il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui ont cherché à se réapproprier la naissance. Le fait de le savoir et de savoir-faire pour pallier au fait qu'on n'arriverait pas à aller à l'hôpital. Et donc j'ai capté ça. Mais en fait, les copines, elles font tout pour accoucher à la maison. Pourquoi on reprend pas le savoir pour mourir à la maison ? Mon père s'en allait et on n'a pas fait le choix qu'il décède à la maison parce qu'on avait peur d'être responsable de sa mort. Enfin, on voulait qu'il parte de sa bonne mort, mais qu'il ne soit pas mort d'une fausse route ou d'une mauvaise action de notre part. Ma maman disait oh là là, mais et s'il se passe quelque chose ? Et évidemment qu'il allait se passer quelque chose puisqu'on attendait sa mort. Et pourtant, il y avait encore cette crainte qu'il meure à cause de nous. Je pense que si on avait été accompagné, il aurait pu mourir à sa maison. Sauf qu'on n'avait pas cette possibilité. Et donc, on s'est retrouvés à discuter sur la mort. On a eu des groupes de discussions comme ça qui sont nés en 2017. Et toi, t'en as peur ou pas ? Enfin oui, t'as vécu ça. Enfin, des partages d'expériences. Enfin, il y avait un espace de parole. Tout de suite, on s'est rendu compte qu'on est en train de toucher à un sujet infini. On se ressaisit en fait de choses qui étaient sues et qu'on ne sait plus puisqu'on ne meurt plus à la maison. Et depuis pas si longtemps. Il y a une personne qui était infirmière en soins palliatifs. Tout de suite, elle nous explique les signes avant-coureurs d'une mort, les marbrures sur les membres, une respiration saccadée, etc. Et on s'est dit... Ok, en fait, on va rapprendre. On va rapprendre et on va essayer de ne plus en avoir peur. Il y a quelques jours, un souvenir m'est revenu. J'avais 5 ans quand mon arrière-grand-mère est morte. Son corps était installé dans la salle à manger et j'avais insisté pour la voir. Je me souviens de sa peau tannée et de son ventre gonflé. J'avais dit à ma mère « Mamie est enceinte ». Je pense que ma mère a bien fait de me laisser la voir. J'avais posé des questions. Elle avait pris le temps de me répondre. Avec mon père, c'était différent. Quand son père est mort, on n'en a plus jamais parlé. Le mot « cancer », on ne pouvait pas le prononcer. Mais je crois que c'est encore plus effrayant quand on n'en parle pas. Amandine D. Sortir au jour.
Hélène vit dans le Limousin, sur le plateau des Mille Vaches. Suite au groupe de parole, elle a décidé de se former au métier d'agente funéraire. En parallèle, elle a participé à la création du collectif Par la Racine, qui réfléchit aux moyens de se réapproprier la mort collectivement. Il organise notamment des cafés mortels, qui sont des moments d'échange autour de la mort et du deuil. Comme Hélène, c'est suite au décès d'un parent, sa mère, que Kate a décidé de se reconvertir dans le milieu funéraire après un parcours dans les arts graphiques. Il y a quelques années, elle a monté sa propre maison funéraire alternative à Bruxelles. J'ai accompagné ma maman en fin de vie à la maison. J'ai vraiment fait en sorte qu'elle puisse de l'hôpital revenir à la maison. Chez elle, elle a dormi à côté de mon papa jusqu'au dernier jour. Tous les jours, j'allais voir ma maman et j'étais proche de ma maman comme je ne l'ai jamais été. Dans ces moments-là, on est à fleur de peau. On est confronté à la séparation. On doit aborder des sujets pas évidents. Et le jour où elle est partie, ce fameux dernier souffle, comme tout le monde, on a appelé les pompes funèbres avec mon frère. Ils sont arrivés sans chaleur humaine, sans prendre le temps de s'installer, de nous parler. Alors que nous, on était dans un moment tellement intime, tellement fragile, ce moment tellement où on ne fait que ressentir. Je me souviens que je me suis jamais sentie aussi vivante. Tout mon corps, en fait, s'exprimait, tremblait, des émotions inconnues qui sont là. Et puis, on est face à des gens tellement froids et robotiques et qui disent simplement « Elle est où ?» dans la chambre, on les invite dans la chambre. Donc, ils arrivent avec une civière. Ils ont également une espèce de housse d'ensevelissement, comme on appelle ça. Voilà, pour la déposer dedans avant de l'emballer sur la civière. Ils n'ont pas fermé les portes et je n'oublierai jamais le bruit de cette tirette parce qu'ils l'ont mis dans cette gaine. C'est des gestes techniques qui viennent s'imposer sans explication. Et sous l'émotion, nous, on ne pose pas de questions. Je n'ai pas été présente à la mise en bière. J'avais beaucoup de travail, je n'étais pas forcément disponible. Et je n'ai jamais eu affaire à quelqu'un qui m'a dit « Mais c'est important de venir la veiller, c'est important de venir la revoir, est-ce que vous souhaitez l'habiller ?» J'aurais bien voulu rencontrer une personne qui me fait prendre conscience de ces moments importants et qu'il faut faire une pause dans la vie. Et c'est par après que je me suis dit « Mais en fait, j'ai pas fait ce qu'il fallait. » Et donc, de fil en aiguille, de la chambre au funérarium et du funérarium à l'église, j'ai été simplement ignorante à chaque étape, vivant les choses sans avoir vraiment choisi quoi que ce soit. Et à l'église, pour donner un autre exemple, je n'oublierai jamais, on a roulé ma maman, sur un horrible chariot. Ils étaient pourtant au moins 4 et ils ont roulé sur un chariot un peu médical. C'est un objet qui n'a pas sa place dans une célébration. Ça a sa place ailleurs, dans des coulisses. C'est quelque chose qui m'est resté pendant de nombreuses années. J'ai vraiment vécu un deuil pas facile. Ça a été lourd à porter par après parce que je n'arrêtais pas de me refaire ce film que je n'avais pas envie de voir comme ça. J'avais envie chaque fois de recommencer et de me dire mais en fait qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi je n'ai pas vécu les choses correctement. Il y a eu quelques années qui sont passées et également des décès d'amis proches, un peu particuliers, surtout le dernier, là où c'était au cimetière. C'était tellement pas lui, tellement pas encadré ni guidé, sans intention, sans... On se demandait presque ce qu'on faisait là, avec des fossoyeurs qui n'acceptent pas du tout d'accompagner jusqu'à la mise en terre. Et moi, j'ai forcé ça. Je me suis dit, mais non, moi, je l'accompagne jusqu'au bout. Donc,
Je me suis mise devant la fosse et je n'ai plus bougé. J'ai dit non, je ne bouge pas, je reste ici jusqu'au bout. Ça m'a fort affectée dans le fait que mais pourquoi on m'empêche de faire quelque chose de tellement naturel ? Et donc c'est tous ces petits moments où on nous vole, on nous empêche d'avoir un rapport à la mort, un rapport à cette séparation qui est naturelle en fait, des gestes, des moments que l'on vit qui est simple. C'est après ça que je suis entrée dans le pourquoi. Je me suis vraiment laissée envahir par ces interrogations. J'ai commencé à me renseigner, à lire. Et finalement, je me suis rendu compte, mais en fait, ce sujet m'habite totalement. Ça devenait fascinant. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je vais arrêter d'y penser, je vais le faire. En préparant cet épisode, j'ai découvert tout un monde alternatif autour de la mort. De nombreuses coopératives funéraires se sont montées, des cafés mortels sont organisés un peu partout. Certaines doulas, des femmes qui accompagnent les parents autour de la naissance, sont devenues Tana Doula pour accompagner les familles lors de la fin de vie ou les périodes de deuil. Certaines sont aussi célébrantes funéraires. Il s'agit de remettre du sens, de la connaissance et du temps dans ces moments de vie fragiles. Et je me suis rendu compte que ces questions étaient portées par des femmes. Pour l'autrice Juliette Cazes, ce constat est la suite logique d'une histoire oubliée. Les femmes ont toujours été présentes autour des morts. Elle vient de publier un livre qui le raconte. Il fait le portrait de plusieurs pionnières du monde funéraire partout dans le monde. Les femmes se sont illustrées auprès des morts dans le domaine domestique, puisque avant qu'on ait des pompes funèbres, les morts étaient à la maison. Et qui était principalement à la maison ? Les femmes, pour préparer l'espace de la veillée, pour préparer les corps. Aux États-Unis, on avait les shrouding women, donc les femmes enveloppantes, les femmes qui font les linceuls. Et en fait, de façon assez récurrente, dès qu'on s'intéresse à la prise en charge des morts, on voit bien que les femmes sont toujours là à faire quelque chose, porter le deuil plus longtemps, de façon plus visible. On a le cas donc de Yvonne Verdier qui parle notamment du lien entre le lavage des bébés, le lavage des morts. Donc c'est surtout la notion de femme qui aide en fait, qui revient régulièrement en anthropologie dès qu'on s'intéresse à la toilette. La femme qui aide et la laveuse, c'est un texte assez important quand on veut comprendre un petit peu ces changements en fait qui interviennent au niveau de la prise en charge des morts et cette institution funéraire qui va progressivement enlever cette présence des femmes auprès des plus fragiles, parce qu'un bébé est fragile et un mort est fragile également. Et alors évidemment, on va avoir des fluctuations aussi en fonction des cultures, des religions, avec une division genrée des tâches. Mais il y a eu un effacement. On va davantage mourir à l'hôpital, qui pendant longtemps a été aussi le domaine des hommes. Du moment qu'on sort les morts des maisons, les familles ne s'occupent plus de leurs morts. On va payer pour des visites, on va payer pour garder les corps, le temps qu'il faut jusqu'aux funérailles. C'est souvent donc des hommes qui ouvrent des entreprises. Souvent, on a des pompes funèbres historiques père et fils, ce qui exclut de facto filles et femmes. Sauf que les femmes, on sait qu'elles étaient là. Elles sont sur les photos des pompes funèbres du 19e siècle et du 20e siècle devant les devantures avec leurs maris. Il y a les filles aussi. On sait qu'elles étaient à la vente, qu'elles étaient au conseil, qu'elles étaient auprès des clients dans le magasin, tandis que les hommes, ils allaient plutôt à l'extérieur, au convoi, au creusement, au monument. Le creusement des tombes par des femmes, souvent, en fait, c'est fait au moment où les hommes partaient à la guerre, et là, à ce moment-là, il fallait remplacer, évidemment, ces hommes qui étaient partis. C'est la clé de ces femmes qui accèdent à des métiers funéraires au cours du 19e et du début 20e, c'est que le mari travaille dans les pompes funèbres, elle travaille dans les pompes funèbres, et un jour, le mari décède, et donc, à ce moment-là, il faut qu'elle devienne chef d'entreprise. Dans certains cas, c'est bien documenté et parfois, malheureusement, on perd la trace de ces parcours. Donc je me disais, mais qui sont ces femmes ? C'est fou, on a des photos, mais on n'a pas de nom. J'avais envie de parler d'elles. J'aime beaucoup l'histoire de Jeanne Garnier, qui, à son veuvage, a décidé en fait de faire des bonnes œuvres et qui voulait aider les gens malades et les mourants.
Et elle s'est rendue compte en allant dans des habitations que les gens étaient absolument livrés à eux-mêmes, dévorés par des plaies, par la vermine, dans des logements insalubres. Et elle s'est dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose pour aider ces mourants. Dans son aventure, elle a embrigadé plein d'autres veuves, en fait, qui se sont dit, nous aussi, on a envie de faire ça. Et donc, elle a vraiment créé ce qui est considéré un peu comme les prémices des soins palliatifs. Juliette Cazes a éprouvé le besoin de partir à la recherche de figures de femmes dans le monde funéraire parce qu'elle manquait de modèles, pour se donner de la force lorsqu'elle était encore agente de pompes funèbres au sein de grands groupes. Elle a commencé à travailler en pleine pandémie du Covid, la main-d'œuvre manquait, elle a donc effectué tous les métiers, depuis l'accueil des familles et les toilettes mortuaires, jusqu'au transport des corps, à l'entretien des tombes ou à l'incinération. Elle a aimé cette expérience, mais a fini par partir, épuisée par le rythme et le manque de soins et de reconnaissance apportés à son travail. Quand on est sous pression, justement, parce qu'il y a beaucoup de corps, parce qu'on doit présenter beaucoup de corps, les préparer, on est un peu dans une sorte de marasme, on ne voit pas la lumière du jour, parce que c'est comme en milieu hospitalier, on commence tôt, on finit tard, on travaille les jours fériés, on travaille les week-ends, toute la journée dans les détergents, on sent la mort quand on rentre chez nous, même si on s'est changé. Enfin, des fois, il y a un ras-le-bol. Souvent, dans ces métiers-là, on oublie qu'à côté, il y a la vie, et donc il faut avoir un très bon équilibre. Mais cet équilibre-là, il demande du temps. Malheureusement, la cadence et ces questions managériales du toujours plus vite fait qu'on n'a pas ce temps et beaucoup d'employés du monde funéraire vont mal. Dans les plus grosses sociétés, on a aussi un management de la part de gens qui parfois ne viennent pas du tout du monde funéraire et qui estiment que ça se dirige comme une autre entreprise. Ma dernière expérience, j'étais dans une grosse chambre funéraire avec plus de 70 cases. Donc ça fait du monde quand c'est rempli. Et à ce moment-là, c'est une vraie petite usine. J'ai eu la chance, là, pour le coup, d'être dans une équipe où chaque défunt était important. Et même si on avait du monde, on prenait le temps pour chaque défunt. C'est-à-dire que même des défunts qui n'étaient pas réclamés, où on avait des enquêtes pour savoir où étaient les proches, par exemple, ces personnes-là qui vont rester des semaines dans les cases, tous les jours, on allait voir comment elles allaient, entre guillemets. Est-ce que le corps, si quelqu'un se présente, sera présentable? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit mieux? Même si le système fait qu'on doit aller vite et qu'on a un enchaînement d'admission et de départ, on a envie de prendre soin d'eux. Il y a un côté, on est épuisé, mais on reste parce que les défunts ont besoin de nous. Et moi, j'ai dû me dire, en fait, non, je ne ferai pas passer les défunts avant moi. J'ai donné assez de mon temps pour les morts, maintenant, il faut que je revienne avec les vivants. Avant d'ouvrir sa propre maison funéraire, Kate a travaillé 2 ans au sein de pompes funèbres familiales dans le cadre d'études en alternance. Elle souhaitait prendre le temps de savoir ce qu'elle voulait changer, ce qu'elle pourrait apporter de différent. Kate m'a expliqué qu'elle considérait que son travail relevait avant tout du service à la personne. Elle prévoit d'avoir bientôt son propre funérarium. Pour l'instant, elle collabore avec des pompes funèbres. Elle emprunte des lieux existants pour la crémation ou les visites dans des chambres funéraires, mais s'occupe de tout le reste et possède son propre corbillard. Elle travaille seule et surtout se déplace toujours à domicile pour rencontrer les familles qui ont perdu un proche. Quand on est en peine, on n'a pas envie de rencontrer une équipe, plusieurs personnes. Quand j'arrive, je m'efforce en tout cas très 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 rapidement de tout de suite m'intégrer comme si j'étais une personne de la famille. C'est à moi de m'adapter, c'est pas à eux de s'adapter à mon environnement. Et même si plus tard j'ai une maison funéraire, je vais continuer à me déplacer dans les familles. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'elles se sentent le mieux. C'est là qu'elles ont envie de rester, qu'elles ont envie de se réfugier. Dans ce processus qui déjà est très court, ils se sentent stressés. Ils se disent « Oh là là, tout doit aller vite, 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 vite. » Non, tout ne doit pas aller vite. Prenez votre temps. Vous n'êtes pas obligé tout de suite de m'appeler. Prenez votre temps et quand vous êtes prêt, vous m'appelez. Ce qui est après très important, c'est que je les vois plusieurs fois. Minimum
3 fois avant les funérailles. Je trouve c'est important de découper, de marquer les différentes étapes et de les mettre dans l'ordre. On range les choses, on fait de la place aussi, pour les choses essentielles, pour les besoins. Du coup, la première fois, c'est beaucoup plus léger, parce que je n'ai pas besoin de voir cette famille pendant 3 heures, parce qu'il faut aborder toutes les questions et avoir des réponses à toutes les questions. Ça s'arrête à 4 questions au maximum, et ça suffit. Est-ce qu'on va aller au cimetière ou est-ce qu'on va aller au crématorium ? Est-ce que nous allons aller à l'église avant ou pas ? Si on va au crématorium, la destination des cendres ? Est-ce que la réception c'est avant, au milieu, après ? Mais je ne m'introduis pas trop dans ce moment qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de respirer un petit peu. Il y a aussi la question du corps et de l'accompagnement du corps. Est-ce que la personne va rester à domicile encore un peu ? Ou est-ce qu'elle va... Vous ne le souhaitez pas et à ce moment-là, je la déplace vers un autre endroit. Quand c'est à domicile, je demande si certains gestes, ils souhaitent de le faire avec moi. De prendre soin du corps, l'habillement, du soin. Mais c'est délicat. Et je vois aussi dans les yeux des personnes, des enfants... ou de l'épouse ou de l'époux, qu'il ou elle est rassuré que ça va être moi. Et quelque part, sans le dire, il me donne l'autorisation. Mais j'ai besoin de ça aussi, pour le faire. Et pour moi, c'est un moment très rituel, en fait. Parce que je rentre dans l'intimité d'une personne qui n'a pas décidé que ce soit moi. Hein. Donc, c'est toujours un moment très fragile. Je me sens toujours... Est-ce que je peux ? Et en même temps, souvent, ça me peine. Je trouve presque dommage que ce soit que moi qui fais ce geste de l'habillement, du soin. Mais on a été écarté du corps mort depuis plusieurs générations. Ce n'est pas quelque chose d'habituel, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre quotidien, qui fait partie aussi du lien que nous avons avec nos personnes que nous aimons. Et on ne va pas changer ça du jour au lendemain. Et encore moins le jour où cette personne aimée décède. Mourir prend du temps. Donc c'est la même chose pour la personne qui perd quelqu'un qu'il aime. Il a aussi besoin de temps avant de se rendre compte qu'un corps change. Et ce corps montre visuellement, clairement, que la personne n'est plus vivante. Je pense que c'est important de voir ça. Et nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'est quelque chose qui faisait partie de leur vie de famille, de la transmission aussi, de tous ces gestes. Mais nous pas. Et donc, avec le temps que j'offre, j'essaye de voir jusqu'où je peux aller. Une maman qui meurt de vieillesse, qui est relativement bien et elle décède pendant la nuit. Et leurs filles veulent la garder encore toute la journée qui suit. Selon les conditions environnantes et le corps, je leur dis, mais je reviens ce soir, il n'y a pas de problème. Et j'étais toute confiante. Et ça s'est très très bien passé sans devoir même aborder le sujet. Et à la fin de la journée, eh bien, on a ensemble habillé, parce que c'était important et je sentais bien que toucher le corps n'était pas un problème. Il n'y a même aucune question à poser, tout s'est fait de manière assez naturelle et le soir je l'ai emmené. Et on a ensemble emballé la personne dans un grand drap avant de l'emmener. Lorsqu'elle se retourna à nouveau, Askol était en train de préparer les linceuls. Gawar l'observa tandis qu'elle les dépliait et les étalait un à un. Elles s'activèrent en silence pour envelopper la jeune femme. Leurs mains savaient précisément comment coopérer. Gawar fit glisser une main sur le ventre de Shra qui, comme le reste de son corps, était à présent enveloppé dans les linceuls blancs. Seul son visage était à découvert. Elles se rassemblèrent autour d'elle, tel un ruban de soie tissé par le souffle du soleil. Gawar vit ces nombreuses femmes tendre les bras vers Shra. Leurs mots étaient comme une brise, une sorte de langage fait de lumière.
Elle voyait leurs robes blanches et leurs longs cheveux noirs, détachés et flottant dans l'air. La laveuse de mort, Sarah Omar. Lors des préparations pour cette émission, plusieurs femmes m'ont partagé leurs interrogations. Qui va s'occuper de leur corps quand elles seront mortes ? Certaines, victimes de violences, aimeraient pouvoir choisir, que ce ne soit pas un homme. Cela m'a marqué. Au-delà de la toilette, se pose aussi la question des soins de conservation pratiqués par un thanatopracteur. Ces soins consistent à remplacer le sang par du formol pour retarder la putréfaction et préserver le corps lors de la présentation aux proches. Dans les milieux alternatifs du funéraire, certaines remettent en cause la nécessité de ces soins lorsque le corps n'a pas été abîmé par un accident, par exemple. Parce que c'est une pratique invasive et non écologique. Pour Kate, tout se décide au cas par cas, en fonction des situations et des possibilités des unes et des autres face à la vue du corps mort. Hélène adopte la même démarche pour les veillées funéraires à domicile qu'elle propose et accompagne. Elle aide les familles à mettre en place les techniques de conservation avec de la glace ou des plaques réfrigérantes à domicile, en lien avec les pompes funèbres. Moi, je ne suis pas dans un mouvement de prosélytisme pour la veillée au domicile. Moi, je veux qu'elle soit juste remise à sa bonne place, comme un outil pour dire au revoir et de respect du défunt et de ses proches. Si ça fait sens avec la défunte ou le défunt d'être chez elle, chez lui, si ça fait sens pour les familles de sang, familles de cœur, si au contraire, cette personne, on lui a déjà dit au revoir, qu'elle ne voulait pas être vue morte. Et ça, j'ai beaucoup de gens qui ne veulent pas en fait que leur dépouille soit vue par leur famille. On va pas aller vers une veillée au domicile. Quand on est face à des gens qui ont eu la personne en hospitalisation à domicile pendant des mois, voire des années, que la personne elle était intubée avec des machines, avec les odeurs de médicaments, qu'on avait l'habitude de faire la toilette de cette personne, que cette personne soit dans son lit, chez elle, débranchée, en silence, et que les proches puissent faire sa dernière toilette comme ils ont pu prendre soin d'elle auparavant, ça fait sens. Quand c'est une personne qui n'a jamais bougé de chez elle, qui connaît pas la ville, on va pas faire 1h30 de route pour aller la veiller à la chambre mortuaire de l'hôpital, ou la pompe funèbre la plus proche étant à 45 minutes, la mettre à la chambre funéraire là-bas, on va essayer de la maintenir chez elle parce que au moins, tout le monde va pouvoir la voir. Si la chambre funéraire est mieux, parce que de plein pied, parce que la maison ne permettrait pas la vie autour et qu'il vaut mieux en fait avoir une chambre funéraire spacieuse et adaptée en fait à l'accueil des visites, on va pas aller vers une veillée au domicile. Donc on va aller regarder chaque situation et il y a tout l'organisation en fait autour, comment en fait la vie de la maison elle va continuer autour. Qui va faire à manger, qui va dormir, qui reste auprès du défunt cette nuit, comment on reçoit les gens, qui va venir voir le défunt, comment on organise en fait ces 3 jours en fait de visite. Et donc j'interviens aussi à cet endroit-là. Je peux faire le lien avec les pompes funèbres, je peux être aussi vigilante sur l'évolution du défunt. Mais tout ça, ça s'anticipe qu'à l'intérieur de soi, on fasse le chemin mental en fait de la préparation de « Ah oui, ok, je vais avoir mon proche à la maison pendant 3 jours », de se le figurer et de commencer à le penser. On s'habitue à la présence du mort et je pense que le mort s'habitue à être mort. Voilà, simplement. Du moment où il y a eu le dernier souffle, au moment où on met le corps dans le cercueil, il y a tout un cheminement pour le mort aussi, quoi. J'ai l'impression qu'il y a plein de manières de mourir. La mort laisse des traces différentes, en fait, sur les gens. On a l'impression que parfois, les gens, ils sont reposés et qu'ils vont reprendre vie dans la minute.
d'autres pas du tout. Il y en a où la décomposition est déjà à l'œuvre et c'est peu de choses, mais la couleur de la peau n'est pas la même, le corps ne soigne pas de la même manière, l'odeur n'est pas la même. Ce que j'ai pu constater en fait dans les veillées au domicile, c'est qu'au bout de 3 jours, ceux qui sont là sont prêts à laisser partir le défunt. Il faut ce temps-là. C'est comme si le défunt, il avait pris conscience, ou la défunte avait pris conscience que ça y est, elle était morte, elle aussi. Et j'ai l'impression que il faut ce temps-là. L'anthropologue Alexa Agherty a travaillé sur le mouvement des funérailles à domicile aux États-Unis. Pour elle, ce mouvement est profondément féministe. So there is a real sense that this movement is reclaiming death from these professionalized spaces, these patriarchal spaces. Il y a vraiment cette idée que ce mouvement cherche à se réapproprier la mort, à la reprendre en fait à ces espaces patriarcaux pour la ramener au sein des maisons et des espaces domestiques. There is also a real sense that the movement is critiquing the commodification of death, the professionalization. À ça, il faut ajouter aussi une critique de la marchandisation de la mort aussi et de la professionnalisation des soins aux morts, à quoi le mouvement va opposer une approche plus personnalisée, plus attentive aussi à la question des traumas, à la question des spécificités et des différences culturelles qui peuvent entourer la mort. Beaucoup de gens meurent aujourd'hui à l'hôpital, alors que si on leur demande, la majorité des gens répondent qu'ils souhaiteraient mourir chez eux ou chez elles. Et ça peut être une expérience très difficile, peut-être pour la personne mourante qui va subir parfois des interventions invasives, importantes avant sa mort, mais aussi pour les proches et la famille. I found that for many people, having a funeral at home is a way to kind of heal. J'ai découvert que pour beaucoup de gens, le fait d'avoir des funérailles à la maison, c'était aussi une façon de guérir de cette expérience de l'hôpital et peut-être aussi d'aller vers une bonne mort, une belle mort. So one important piece of trauma is around how. Alors un autre élément traumatique, ça peut être les soins que les gens reçoivent en fin de vie ou l'absence de soins appropriés, particulièrement des personnes afro-américaines ou des personnes latinos qui ne vont pas recevoir des soins culturellement appropriés, voire pas assez de soins en fait. Par exemple, beaucoup d'études montrent que des médecins et des étudiants en médecine croient que les personnes afro-américaines résistent plus à la douleur. Et donc, ce passé raciste a laissé de nombreuses traces dans la médecine, entre autres, et peut aussi affecter la façon dont les personnes en fin de vie sont traitées à l'hôpital. Une autre différence très importante, c'est la question du temps et de la temporalité. I think, as a researcher, that the movement is reclaiming a very ancient. En tant que chercheuse, je pense que le mouvement se réapproprie une pensée ancienne de la mort comme d'un processus. Oui, ça, c'est une compréhension de la mort qu'on retrouve dans de nombreuses cultures et en Europe aussi pendant très longtemps. C'est-à-dire que la mort, c'est pas un moment, c'est pas comme un interrupteur qu'on éteint ou qu'on allume. We are not having this illusion of scientific and technological control. Ne pas avoir cette illusion d'un contrôle scientifique ou technique sur la vie et la mort, mais à l'inverse, regarder en face la réalité biologique de la mort, mais aussi sa nature métaphysique. La démarche du mouvement de funérailles à domicile m'a fait penser aux écrits écoféministes. À travers la réappropriation du temps, des émotions, parfois d'une forme de spiritualité. En tant qu'athée, je me rends compte que j'ai eu peu accès à des rituels dans ma vie, encore moins autour de la mort. Ces rituels existent depuis bien longtemps dans différentes religions et cultures qu'il aurait été impossible de décrire ici dans leur multiplicité.
Aujourd'hui, j'ai voulu suivre le chemin de celles qui se proposent d'être des guides pour les personnes qui ne souhaitent pas ou plus s'inscrire uniquement dans des pratiques religieuses. Ainsi, Kate accompagne les familles pour l'organisation des cérémonies. Qu'est-ce qui va se dire? Qu'est-ce qui va se faire? Comment tout ça va se construire? Comment est-ce qu'on célèbre la vie de quelqu'un? C'est aussi qu'est-ce que les proches ont envie d'exprimer par rapport à cette vie-là, par rapport aux liens qui se sont créés, par rapport à leurs amis, leurs proches, qui en plus se déplacent pour soutenir la personne, mais aussi pour être témoins de cette célébration. Et donc, qu'est-ce qu'on leur dit? Voilà, donc c'est tout un univers qui s'ouvre. Et pour ça, il faut du temps. C'est pas à moi de leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc, je peux suggérer, évidemment, quelle est sa lubie ou qu'est-ce qu'il adorait. Quelle est cette petite chose qui vous relie à sa vie et qui a marqué la vôtre. Souvent, ils disent, bon, voilà, si la personne était magnifique, ben, elle est tout le temps magnifique, quoi. Donc, chacun va dire qu'elle est magnifique. Oui, mais quoi d'autre? Le fait qu'elle soit aussi positive, mais qu'est-ce que ça a fait sur toi? Et donc, c'est ça qui est intéressant de connaître. Qu'est-ce que ça a déclenché de différent chez l'un et chez l'autre? C'est ça qui est riche dans une célébration de funérailles. Petit à petit, les gens ont des idées et ont des besoins. Ah, en fait, j'aimerais bien faire ça. Ah, tiens, j'ai pensé à ceci. Ça fait surgir des volontés auxquelles ils ne s'attendaient pas du tout. C'est leur histoire. Je les aide avec un canevas, je les éclaire sur un déroulé de la cérémonie. Plus riche ou moins riche, parler ou moins parler. Enfin, j'ouvre une porte à quelque chose comme un terrain. Alors, ils réfléchissent. Alors, au début, c'est « Oh non, je ne vais rien dire ». Puis le lendemain, c'est « Finalement, j'ai pensé à un truc, peut-être que... Mais bon, je vais voir si je suis capable ». Puis le troisième jour, c'est « Finalement, je pense que ça va aller, mais enfin, vous serez là si jamais ça ne va pas ». Des fois, ça se fait, et puis des fois, ça ne se fait pas du tout. Des fois, c'est moi qui le lis, ou c'est une amie, parce que avant que moi, je le lise, je dis, mais vous n'avez pas une amie qui va lire pour vous, ou un proche vraiment frère, sœur, avant que ce soit moi. Et selon, j'ai une petite place, ou une place un peu plus importante. Je donne un exemple. J'entre dans une famille où c'est la maman qui s'en va, et la maman, elle a 2 enfants. Et des petits-enfants, dont un petit garçon qui adorait beaucoup sa grand-mère. Et on commence à discuter tout doucement de la célébration. Les choses sont assez vagues, donc je laisse venir tout ça. Et depuis la veille déjà, j'avais vu sur la table un petit objet qui était une petite boîte à musique. Toute petite comme ça, qu'on fait tourner. Je trouvais que c'était joli. Et donc je pose la question, je dis, tiens, cette petite boîte-là, c'est quoi Et alors elle me dit, ah, mais ça c'est la petite boîte que mon fils prenait avec lui quand il allait voir sa grand-mère à l'hôpital. Et mon fils s'amusait à jouer cette petite boîte à musique à côté d'elle à l'hôpital. Je n'ai d'abord rien dit, et puis j'ai regardé, je dis, mais est-ce que ça lui ferait peut-être plaisir au petit garçon d'ouvrir en tout cas un moment dans la célébration où simplement il fait jouer la petite boîte à musique. Et ça a été un moment absolument magique. On était au crématorium, il y avait vraiment beaucoup de monde, et ce petit garçon, il s'est levé et il a joué cette petite boîte à musique dans un silence. Et quand on donne du temps et qu'on laisse de la place à toutes ces petites choses, on continue le processus de deuil de manière beaucoup plus positive. Ils repartent dans leur vie avec quelque chose de plus léger. Comme Kate, Hélène accompagne les familles dans la préparation des cérémonies, dans lesquelles elle peut aussi prendre une place plus ou moins grande. En féministe, elle accorde une attention particulière aux histoires familiales, aux conflits et aux relations passées qui peuvent être marquées par des violences.
suis retrouvée à plusieurs reprises en face de personnes qui avaient volontairement coupé les liens avec leur famille de sang, donc les parents, les frères et sœurs, et qui s'étaient reconstruit une famille, et qui parfois est une famille communautaire, dans le cas de familles queer, familles LGBT. Ça pouvait être aussi des personnes, effectivement, ayant vécu un inceste. La chape de plomb en fait, de la famille fait que ça devient invivable et qu'ils se reconstruisent totalement une autre famille ailleurs. Donc, on prend soin de tout ça et on anticipe en intégrant ça. Donc, on va écrire des lettres qu'on peut déposer chez le notaire en désignant une personne ou un groupe de personnes qui s'occupera des obsèques. Ça, c'est une volonté qui doit être respectée par les pompes funèbres. J'ai eu 2 cas d'une personne qui était décédée à l'étranger et qui a eu son rapatriement de cendres et que la famille s'accapare en fait l'urne, niant en fait tout ce qu'elle avait pu être ces 20 dernières années. Et donc j'ai accompagné la famille de cœur à créer une cérémonie à part, sans l'urne. Et parfois, les familles de sang ont l'humilité en fait de laisser la place à la famille de cœur. Ces moments-là sont assez magiques. J'ai notamment en tête des parents qui habitent en Bretagne, leur fils habite à Toulouse, celui-ci vient à se suicider malheureusement. Et là, les parents sont désemparés parce qu'ils connaissent peu leur fils et donc ils laissent faire la famille de cœur. Et ensuite, j'ai eu le papa au téléphone qui m'a dit « Mais c'était incroyable, on a découvert notre fils, on a rencontré notre fils. » Et ça leur a fait un bien infini. Moi, dans ma petite tête, je me dis qu'ils ont gardé des liens peut-être avec ces gens et que c'est une nouvelle histoire qui commence. Et puis, il y a eu d'autres moments. La personne qui décède, c'est pas toujours un saint. Ça peut avoir été une mère maltraitante, un père maltraitant. Pendant l'entretien, c'est pas forcément perceptible. Et puis tout d'un coup, on voit il y a un truc qui coince. Il y a pas toute la famille qui est là. Il y a un frère, une sœur en fait qui est pas présente. On va pas faire de discours, il y aura pas de mots pour dire au revoir parce qu'on va pas aduler cette personne. Ça a été le cas pour des filles. Il y a eu de l'inceste, elles me l'ont dit. Et en même temps, vous savez que c'est une personne qui a une notoriété publique. Et donc, on a pris soin de donner la possibilité à ces filles d'avoir ce temps de au revoir particulier. Au moment de la mise en bière, donc il y a un moment plutôt intime, c'est la dernière fois qu'on voit le corps. Et d'un coup, là, c'est de dire, vous avez le droit de déposer à cette personne les choses que vous voulez pas garder d'elle et lui rendre pour pouvoir tenir le temps de la cérémonie où il y allait avoir plein de choses belles dites sur leur papa, quoi. Où elles auraient en mémoire, ok, non, on a fait notre au revoir en lui rendant tout le mal qu'il leur avait fait. Les 2 sœurs accompagnées par Hélène ne souhaitaient pas parler lors de la cérémonie officielle à laquelle elles tenaient à assister pourtant. D'autres décident de le faire, malgré l'injonction au silence qui se fait d'autant plus forte lors des funérailles. Pendant ce moment, la colère est mal vue. La révélation des violences peut être associée à des règlements de compte, ces derniers n'ayant pas leur place lors des cérémonies. Avec le collectif Par la Racine, Hélène continue à réfléchir à ces questions, notamment lors des rencontres annuelles qu'elle organise en automne et que vous entendrez dans le prochain épisode. Le collectif y articule toujours les questions de genre aux questions de race et de classe. Car les hiérarchies entre les vivants se prolongent après la mort et les femmes en payent le prix fort. C'est ce que m'a expliqué la juriste Lisa Carayon. Elle travaille sur le droit funéraire et le droit des migrations et aborde ses recherches dans des perspectives de genre. Il y a plein de traces dans le droit, de situations dans lesquelles les inégalités qui existent entre les vivants se prolongent dans la mort. Parce qu'on n'a pas les moyens de payer les funérailles qu'on souhaiterait, parce que le droit ne nous autorise pas à faire les rites funéraires que nous dicterait notre culture ou notre religion, parce que les situations de violence, de migration conduisent à ce que les corps soient loin, ou au contraire qu'il faille payer très cher pour les ramener dans un pays où on souhaite faire les rites.
Dans toutes ces situations-là, les femmes ont une place fondamentale de support, d'organisation, de mettre du lien dans des situations dans lesquelles les traitements de corps sont difficiles. Les femmes doivent du coup s'arranger, trouver des moyens de faire des deuils autrement, ou dans le fait de trouver des solutions pour bien traiter le corps. C'est là, sans doute, que se situerait le genre. En préparant cet épisode, j'ai découvert que des militants et militantes se mobilisaient pour une sécurité sociale de la mort. Je me suis dit que cela pourrait aussi permettre de prendre en charge les services de celles qui veulent faire différemment. D'autres personnes aspirent au retour d'un service public de la mort. En attendant, Kate pratique des tarifs équivalents à ceux des coopératives funéraires, avec des prix autour de 3 000 €. Hélène adapte ses tarifs en fonction des situations. Ils se rapprochent de ceux d'une psychologue. Elle vit surtout de son activité de conseil auprès des municipalités pour la gestion des cimetières qu'elle souhaite rendre désirables, qu'ils redeviennent la cité des morts. Souvent, elle fait visiter le tumulus qu'elle a réfléchi avec des habitantes du village. C'est un grand amas de pierres, un lieu magnifique de dispersion des cendres au milieu de la partie la plus récente du cimetière. Et on se dit que ce tumulus va vivre, ce tas de pierres. Bon, il a été pensé, on peut marcher dessus. J'en fais la démonstration. Voilà. Et on peut du coup soulever une pierre. Voilà. Donc il reste encore plein d'interstices en tout cas pour qu'on puisse verser les cendres. Donc ça c'est le geste qui a été choisi par les habitantes ici. Et les cendres sont on va dire au chaud à l'intérieur. Voilà. Pendant la visite, une amie d'Hélène fleurissait la tombe de sa maman. Oui, c'est la tombe de ma maman. C'est un carré de 2 ou 3 mètres par 2 ou 3 mètres, je ne sais plus. Et j'ai mis plein de pierres pour en délimiter le pourtour. Et à l'intérieur, je suis en train de planter un petit jardin. Un gros chrysanthème jaune vers sa tête. Des petites pensées sur son ventre. Il y avait des roses sur son cœur, mais là c'est fini. Puis il y a aussi un rosier. J'ai planté tout en pleine terre. Et son cercueil aussi en pleine terre. Ma mère était une grande amoureuse du vivant, donc j'ai essayé de pousser ça jusqu'au bout. On a essayé de faire comme ce que disait Hélène tout à l'heure. Ma mère avait changé d'avis. Toute sa vie, elle voulait être incinérée. Et genre 2 ans avant sa mort, elle avait changé d'avis, elle voulait être enterrée. Donc j'appelle un peu à contre-cœur à la mairie, en disant « Oh, mais moi, je voulais, tu sais, un peu comme dans les films, une belle dispersion des cendres, tout ça. » Bon, c'était plus son souhait à la fin. Et en fait, il s'est passé un truc génial au téléphone, c'est que la mairie me dit oui, il y a un emplacement. Et donc, c'est tel prix pour une place. Et si tu veux, pour 30 balles de plus, tu as 2 places. Et là, il y a eu un shift dans ma tête où moi, j'ai toujours voulu être incinérée. Je me suis dit, ouais, vas-y, donne-la moi, ça sera pour moi. Et du coup, tu vois, j'entretiens ce petit carré aussi en me disant que ça va être l'endroit où je vais être enterrée plus tard. Et c'est un grand changement, mais qui s'est fait en toute simplicité. Tu vois, j'habite juste à côté. C'est devenu ma balade du soir. Ici, la vue est absolument magnifique. Je viens entretenir un peu les fleurs. Je lui fais un beau petit jardin. Je me retrouve à faire ça, alors que c'était absolument pas un truc que j'avais imaginé, tu vois. C'est fou, je trouve la puissance des gestes. Je viens de faire construire une maison. Il y a un truc qui est en train de changer dans ma vie où je prends racine quelque part. Et j'imaginais pas ça à ce point-là. Mais ma maman a eu une vie un peu rude. Et après, elle est tombée malade. À l'adolescence, c'était horrible avec ma mère. J'étais, tu vois, le film L'Effronté, un peu tous ces cris. Elle me disait toujours « Arrête, on dirait Charlotte Gainsbourg ». Mais c'est vrai que je lui hurlais dessus, on se hurlait dessus. Et la maladie nous a permis vraiment de nous retrouver, de nous relier. C'était beau, en fait. Moi, j'étais loin, j'étais à Besançon quand j'ai appris la mort de ma mère. Et du coup, j'ai eu trop de bol parce que je suis une amie d'Hélène. Donc déjà, j'ai vite appelé Hélène. Elle allait direct au foyer. C'est elle qui a fait... Moi, j'étais dégoûtée, je voulais vraiment faire la toilette mortuaire, mais j'étais trop loin le temps que je revienne. Elle a fait la toilette mortuaire toute seule. Je suis arrivée dans la chambre. Ma mère, elle était sur son lit, toute apaisée, toute jolie, avec son pyjama en pilou-pilou préféré. Tu vois, on avait vu ça avec Hélène avant. Elle avait mis des petites lumières, des encens, enfin tout ce que ma mère aurait adoré.
Et après, c'était génial parce qu'on a pu complètement inventer une cérémonie à l'image de ma maman. On a fait la cérémonie à la salle des fêtes et de la salle des fêtes jusqu'à ici, elle a été tirée par un petit âne, tu vois. J'ai demandé à mes copines, je fais partie d'un groupe de majorettes. Ma mère était folle de Claude François. On a dansé les Magnolias avec la chorégraphie devant le cercueil. On a fait une pelote de laine qui passait de main en main et chaque personne qui recevait la pelote, mais le fil était accroché au cercueil de ma mère. Et chaque personne racontait un souvenir, un truc qu'il avait vécu avec ma mère. Et la pelote passait de main en main et à la fin tout le monde était relié. Tu vois, c'est Hélène qui a eu cette idée géniale. En fait, tu peux tout faire. On ne peut pas laisser une part si intime et spirituelle de nous aux griffes du capitalisme. On ne peut pas continuer à brader notre autonomie pour ne pas avoir à y faire face. On ne peut pas se laisser dicter combien de temps est nécessaire pour s'en remettre. Car on sait que tout le monde est différent et que la standardisation est un appauvrissement. Je ne veux pas, en l'absence de directive, rendre hommage à mes amis perdus de manière impersonnelle, tout en sachant intimement qu'il ou elle aurait voulu un grand sbeul. Je ne veux pas laisser quelqu'un d'autre que moi laver le corps de mes aimés, et simplement commenter le taf du thanato en restant choquée parce que papy a la bouche cousue de travers et que c'est en effet un peu chelou quand j'y repense. Et même, pour les proches, ça reste assez horrible de ne pas pouvoir deuiller tranquille le temps qu'il faut parce que bon, la vie continue, faut retourner bosser, tu vois. En nous penchant de plus près sur ce sujet, exiger des changements et tordre les textes, pour vivre cela d'une manière qui nous ressemble plus. Que penseriez-vous d'une gestion collective de la mort, où chacun, chacune, pourrait gérer cette intimité et faire un deuil à sa manière, en prenant le temps ? Si par un quelconque hasard, je suis toujours de ce monde pour voir un changement radical de ce côté-là, je serai là pour me réjouir. Et mourir enfin, en pensant avoir servi à quelque chose. Albertine Delampe, La cendre de tes morts. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Charlie Marcelet, accompagné par Gary Salin. Accompagnement éditorial, Sarah Bénichou. Illustration, Anna Vanda Gogissé. Merci à Marion Waller et à Martin-Julien Coste. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr, sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter unpodcastasoi. Et si l'envie vous en dit, vous pouvez prolonger l'écoute avec Un livre à soi ou le documentaire Presque mère de Laure Châtrefou autour de la mort périnatale sur Arte Radio. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.